En 1999, la NASA coupe ses serveurs. Pendant 21 jours, plus rien ne tourne. Et pas à cause d'une histoire d'une attaque militaire, ni d'un groupe de hackers russes, ni d'espions chinois. Tout simplement à cause d'un gamin, un lycéen de 15 ans, depuis sa chambre en Floride. Ce gosse-là, il n'a pas juste hacké le site de la NASA, il a téléchargé tout le code source du logiciel qui contrôle l'environnement de la Station spatiale internationale. Le truc qui gère en fait l'air des astronautes. Et la valeur de ce code est estimée à 1,7 million de dollars. Avant ça, il s'était déjà infiltré dans les serveurs du Pentagone, aka l'endroit le mieux protégé de la planète. Et un ado, depuis son bureau Ikea, en chaussettes, y entre comme dans un moulin. Bref, le plus fou dans tout ça, c'est pas le hack, c'est pas les millions, c'est pas la NASA, c'est pas le FBI qui débarque chez lui un matin. Le plus fou dans cette histoire, c'est comment elle se termine. Parce que personne ne s'attendait à cette fin-là. Personne. Lui, c'est Jonathan James, pseudo Comrade. Pour comprendre ce que Jonathan a fait, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Parce que c'est pas un personnage de film, c'est un vrai gosse avec une vraie vie qui a grandi à Pinecrest, dans la banlieue sud de Miami, en Floride. Une famille de classe plutôt moyenne, rien de spécial. Son père bosse, sa mère aussi, il va au lycée comme tout le monde. Il a des potes, il fait des trucs d'ado. Rien qui te fait dire que ce gamin-là va finir dans les dossiers du FBI. Sauf qu'il y a un petit détail. Le détail, c'est que son père lui offre un ordinateur quand il est gosse. Et à partir de là, c'est terminé. Jonathan tombe littéralement dedans. Mais pas comme un gamin qui joue à des jeux vidéo, lui, il veut comprendre comment ça marche. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de Linus qui voulait lui aussi voir comment les ordinateurs fonctionnent et qui a créé le système d'exploitation, ou en tout cas une partie Linux. Je te mets la vignette ici si tu veux aller voir la vidéo. Bref, il veut savoir comment le système fonctionne, comment les jeux se connectent entre eux, comment les réseaux arrivent à communiquer. Et donc, il apprend ça tout seul. Et là, il faut remettre le contexte de l'époque. On est là à la fin des années 90, donc Internet, c'est un peu le Far West. Il n'y a pas de pare-feu sophistiqué, il n'y a pas de protocole de sécurité comme aujourd'hui. Pour te donner une idée, en fait, en 99, il y a seulement 4% de la population qui a accès à Internet. Et le concept de la cybersécurité, tel qu'on le connaît donc aujourd'hui, ça existe à peine. Pas d'équipe dédiée, il n'y a pas trop de budget pour la cybersécurité, pour la protection numérique. Bref, c'est le Far West et les cow-boys, c'est des ados avec un modem. Et Jonathan, dans tout ça, il se crée un petit pseudonyme, Comrade, avec un 0 à la place du O, et sous ce pseudo, il commence à explorer. Pas pour casser des trucs ni pour voler, juste pour voir jusqu'où lui, il peut aller. Par curiosité, mais le problème avec la curiosité, c'est qu'elle n'a pas de frein. En effet, Jonathan, c'est pas le méchant hacker dans les films, c'est pas un type en capuche dans un sous-sol sur des écrans verts qui défilent, c'est un ado qui s'ennuie, qui est un peu plus intelligent que son environnement et qui trouve sur Internet un terrain de jeu sans limite. Et sans limite, ça veut aussi dire sans barrière, mais aussi sans filet. Alors Comrade, il commence pas par la NASA, faut pas croire, personne commence par la NASA. Jonathan, ses premières cibles, c'est des réseaux d'entreprises, des trucs plutôt accessibles. Il tâtonne, il teste, il apprend comment fonctionnent les failles et il tombe sur Bell South. Bell South, c'est un opérateur télécom du sud des États-Unis. Il s'infiltre en fait dans leur réseau, il intercepte des communications, personne ne le cherche, il est invisible. Et c'est justement là que l'escalade commence. Il s'attaque donc à DTRA, le Defense Threat Reduction Agency. Et si tu connais pas, c'est normal, la plupart des Américains ne connaissent pas non plus, mais c'est une branche du département de la défense. Mais leur job, c'est de gérer les menaces nucléaires, biologiques et chimiques. Oui, on parle bien du nucléaire et un ado de 15 ans s'infiltre dans leur serveur et possède les clés du royaume. Il va pas se contenter de jeter un œil. Il va récupérer le nom des utilisateurs, les mots de passe des employés, plus de 3000 messages internes, des communications confidentielles d'une agence qui gère les menaces nucléaires. Et le pire, c'est la technique qu'il utilise. Il installe ce qu'on appelle un backdoor. Un backdoor, c'est quoi? C'est une porte dérobée dans le système et en gros, Jonathan modifie
le serveur pour se créer un accès secret, comme en fait si tu faisais le double de clé d'une maison. Et cette porte, il l'installe sur un serveur Adul en Virginie, ce qui veut dire qu'il peut y venir quand il veut, comme il veut, sans que personne s'en aperçoive. Mais rappelle-toi, il a 15 ans, et il y a des gamins de 15 ans qui galèrent à installer un jeu vidéo. He slapped the keys right off it. He just lost all his keycaps. God! Pendant que lui, il a un accès permanent au système d'une agence de défense nucléaire. Mais Jonathan n'est pas satisfait. Et c'est ça le truc avec la curiosité, donc on disait, il n'y a pas de limite. La DTRA, c'était gros. Mais il y a plus gros. Et dans la tête de Comrade, la prochaine cible, c'est pas n'importe laquelle. C'est la NASA. Et là, on arrive au moment où tout a changé. Le moment qui a fait de Jonathan James une légende dans le monde du hacking et un cauchemar pour le gouvernement américain. Et Jonathan cible le Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama. C'est l'un des centres les plus importants de la NASA. C'est là qu'on développe les systèmes de propulsion de technologie spatiale et il est rentré là-dedans. Mais cette fois, il ne fait pas que lire les messages ou récupérer les mots de passe. Cette fois, il télécharge le code source. Et pas n'importe quel code source. Ce logiciel, il sert à contrôler la température, l'humidité, la qualité de l'air à bord de la station. En gros, c'est le truc qui fait que les astronautes peuvent respirer là-haut. Et Jonathan, lui, le télécharge sur son ordinateur chez lui. La valeur estimée de ce code est de 1,7 million de dollars sur le disque dur d'un lycéen donc. Quand la NASA s'en rend compte, la réaction est immédiate et radicale. Il coupe tout pendant 21 jours. Les serveurs du Marshall Space Flight Center sont hors ligne et 3 semaines sans accès pour une des plus grosses agences scientifiques du monde, c'est désastreux. Il faut comprendre pourquoi ils ont réagi aussi fort. C'est pas juste une question d'ego ou de fierté, c'est que si ce logiciel était modifié, s'il était corrompu, ça pouvait littéralement mettre en danger la vie des astronautes. Et là, on ne parle pas juste d'un site web qu'on a défiguré, on parle d'un système de survie. Et un gosse de 15 ans y avait accès. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que Jonathan dira plus tard que le code ne valait pas 1,7 million. Que c'était du mauvais code, mal écrit, que la NASA surestimait beaucoup la valeur de ce qu'ils avaient pondu. Mais ça, c'est pas le genre de défense qui marche quand tu fais face au gouvernement fédéral. Parce que maintenant, oui, Jonathan est sur le radar. Pas le radar d'un prof, pas sur le radar de ses parents, le radar du FBI. Et une fois que tu es sur ce genre de radar-là, tu en sors plus vraiment. Alors, faut un petit peu imaginer la scène du gouvernement américain. Tu as une agence de défense nucléaire qui s'est fait infiltrer. Tu as la NASA qui a dû couper ses serveurs pendant 3 semaines. Et le responsable, c'est un fantôme. Un pseudonyme sur Internet, Comrade. Personne ne sait qui c'est. Personne ne sait où il est. Le FBI et le Department of Defense lancent donc une investigation conjointe. Ils mettent beaucoup de ressources là-dessus. Des agents spécialisés en cybercriminalité commencent à remonter petit à petit la piste. Ils analysent les logs des serveurs, ils tracent les connexions, ils identifient le backdoor que Jonathan a installé à Dul, et petit à petit, ils remontent jusqu'à une adresse IP, puis jusqu'à une maison. Le 26 janvier 2000, le FBI frappe à la porte, enfin frappe, c'est un euphémisme. Des agents fédéraux débarquent chez les James et le matériel informatique de Jonathan, son ordinateur, ses disques durs, tout ce qui y ressemble de près ou de loin est confisqué. Et là, il y a un moment de battement. Sur Internet, il était Comrade, invincible, invisible, un pseudonyme que personne ne pouvait attraper. Mais dans son salon, face à des agents du FBI, il est juste Jonathan. Un gamin de 16 ans qui a eu son anniversaire entre-temps en pyjama, qui regarde sa vie basculer. Sa famille, elle est sous le choc. Son père, celui qui lui a offert son premier ordinateur, il découvre ce que son fils faisait depuis des mois. Mais le problème, c'est que Jonathan, il est mineur, ce qui complique vraiment tout. Parce que la loi américaine n'est pas vraiment équipée pour ça. On est en 2000 et on n'a jamais eu un cas pareil. Qu'est-ce qu'on fait avec un gosse de 16 ans qui a pénétré les systèmes les plus sécurisés du pays? On le traite comme un adulte, comme un enfant qu'on punit? Est-ce qu'on le recrute? À ce moment-là, personne n'a la réponse. Mais le système judiciaire, lui, va choisir.
En septembre 2000, Jonathan James plaide coupable. Il reconnaît les 2 chefs d'accusation de la délinquance juvénile. Et donc la sentence tombe. 6 mois de détention dans un centre pour mineurs. Plus une petite période de probation. Et en attendant cette probation, une condition, c'est l'interdiction totale d'utiliser un ordinateur. Pour un gosse qui vivait devant un écran, c'est comme dire à un poisson d'arrêter de nager. Mais le vrai truc historique, c'est pas les 6 mois, c'est ce que ces 6 mois représentent. Parce que Jonathan James, en fait, devient le premier mineur de l'histoire des États-Unis à être incarcéré pour un crime informatique. Le premier. Avant lui, ça n'est jamais arrivé. On n'avait jamais mis un ado en prison pour du hacking. Et ça crée un précédent juridique qui va façonner et influencer toute la façon dont l'Amérique traite aujourd'hui la cybersécurité juvénile. Pendant le procès, Jonathan fait une déclaration qui est devenue célèbre dans des cercles de la cybersécurité. Il dit en substance que le code de la NASA ne valait pas ce qu'on prétendait, que c'est pas du code de 1,7 million de dollars et que n'importe quel bon programmeur pouvait écrire mieux. Ce qui me fait penser très récemment au leak de Claude Code qu'il y a eu donc, sur leurs clients. En téléchargeant le code source, on s'est rendu compte que n'importe quel programmeur aurait pu développer et coder un système d'une telle envergure et d'une telle qualité. Personnellement, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le code. Bref, est-ce qu'en disant ça, Jonathan était-il arrogant? Est-ce qu'il était honnête? Probablement un mélange des deux. Mais ça montre un truc important, c'est que Jonathan n'a pas l'impression d'avoir commis un crime grave. Pour lui, il a juste exploré. Et c'est là que se pose la question qui divise encore aujourd'hui. Est-ce que la curiosité est un crime? Est-ce que quand un gosse de 15 ans pénètre un système par curiosité, mérite le même traitement de faveur qu'un criminel qui vole pour de l'argent? Jonathan n'a rien vendu, il a tout détruit. Il n'a rien donné à un gouvernement étranger, il a juste regardé et téléchargé. Mais le système judiciaire, il fait pas dans la nuance. Un crime, c'est un crime. Et Jonathan a payé. Alors on avance dans le temps, on est en 2007 et Jonathan a 24 ans. Ça fait des années qu'il a purgé sa peine et il a fait sa probation. Il essaye de vivre une vie tout à fait normale, de tourner la page, de laisser Comrade derrière. Et puis l'affaire TJX explose. TJX Companies, c'est le groupe qui possède des chaînes comme TJ Maxx, Marshall, Home Goods, des magasins de vêtements, des trucs banals, sauf que quelqu'un a pénétré leur système informatique et volé les données de 45,6 millions de cartes bancaires. Et c'est l'une des plus grosses brèches de données de l'histoire à cette époque. L'enquête est massive. Les services secrets sont sur le coup et ils commencent à chercher des suspects. Et quand ils compilent une liste de hackers connus, un nom revient. Comrade ou Jonathan James. Et pour la deuxième fois de sa vie, des agents fédéraux débarquent chez lui. Nouvelle perquisition, nouveau matériel saisi, nouveaux interrogatoires. Sauf que cette fois, Jonathan n'y est pour rien. Il n'a rien à voir avec l'affaire TJX. Le vrai coupable, c'est Albert Gonzalez, un autre hacker qui sera plus tard condamné à 20 ans de prison. Mais ça, les enquêteurs ne le savent pas encore. En attendant, le nom de Jonathan leur va parfaitement et c'est celui-ci qu'ils mettent dans le dossier. C'est à ce moment-là que tout se complique parce que Jonathan comprend un truc, c'est que son passé le suivra toujours jusqu'à la fin de sa vie. Peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il est innocent, il sera toujours le gamin qui a hacké la NASA. Preuve en est cette vidéo. Et à chaque grosse affaire de cybercriminalité, son nom reviendra sur la table. Il sera toujours un des suspects numéro 1. C'est un cercle vicieux et Jonathan le voit se refermer sur lui. Ce que je vais te raconter maintenant, c'est la partie la plus difficile de cette histoire. Le 18 mai 2008, Jonathan met fin à ses jours. Si toi ou quelqu'un que tu connais traverse une période difficile, le numéro national de prévention du suicide, c'est le 3114. Il est disponible 24 heures sur 24, alors n'hésite pas à l'appeler, que ce soit pour toi ou pour un proche. Tu l'as compris, le 18 mai 2008, Jonathan met fin à ses jours. Il a 24 ans, il laisse une lettre, et cette lettre, elle en dit beaucoup. Jonathan y écrit qu'il n'a aucun lien avec l'affaire TJX, qu'il est innocent, mais qu'il sait comment le système fonctionne. Il sait que son passé sera utilisé contre lui.
Il sait que le gouvernement a besoin d'un coupable et que son profil est parfait pour ça. Un ancien hacker déjà condamné avec un casier. C'est une fin qui laisse un goût amer parce que Jonathan avait raison. Il n'est pas impliqué dans l'affaire TJX. Albert Gonzalez et ses complices ont été arrêtés et condamnés sans qu'aucun lien avec Jonathan ne soit établi. Il était donc innocent. Et il le savait. Mais il savait aussi que pour prouver son innocence, avec son passé, dans un système qu'il avait déjà jugé une fois, ce serait un combat qu'il n'avait plus la force de mener. La communauté des hackers a été profondément marquée. Des forums entiers ont rendu hommage à Comrade, et pas en tant que criminel, en tant qu'un gosse qu'on a broyé. Maintenant, on prend du recul, parce que cette histoire, c'est juste l'histoire d'un gosse qui a mal tourné. C'est l'histoire qui a changé la façon dont l'Amérique et le monde pensent la cybersécurité. Et après les intrusions de Jonathan, la NASA, le département de la Défense et toutes les agences gouvernementales ont massivement renforcé leur système. Les lois sur la cybercriminalité juvénile ont évolué directement à cause de son cas. Avant Jonathan, le système ne savait pas quoi faire. Et après lui, il y avait un cadre. Et puis, il y a le débat de fond. Le vrai débat, celui qui est toujours pas résolu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec un gosse brillant qui hack par curiosité? Parce que regarde, Kevin Mitnick, probablement le hacker le plus célèbre de l'histoire, il a fait de la prison aussi. Il a été le hacker le plus recherché par le FBI dans les années 90. Et après sa libération, il est devenu consultant en cybersécurité. Il a monté sa boîte, il a gagné des millions en aidant les entreprises à se protéger. Donc le système l'a broyé, mais après le système l'a récupéré. Et en 2016, le département de la défense américain, le même que Jonathan a hacké, a lancé un programme Hack the Pentagon. Un programme officiel, public, où ils invitent des hackers à trouver des failles dans leur système et ils les payent pour ça. Alors la question nous regarde en face. Et si au lieu d'enfermer Jonathan à 16 ans, on lui avait donné un badge et un salaire, au lieu de le traquer pour l'affaire TJX, on lui avait demandé de l'aide pour la résoudre, est-ce qu'il serait toujours là aujourd'hui? Ça, on ne le saura probablement jamais. Mais son histoire, elle est ouverte à la conversation, donc je t'invite à poster tes commentaires sur ce que tu en penses. L'histoire de Jonathan James est une histoire de talent, de curiosité et de ce qui se passe quand le système ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qu'on n'a pas mis dans les cases. Et si elle t'a marqué ou que tu te sens concerné, dis-le moi en commentaire. Est-ce que pour toi, Jonathan James est un criminel ou un génie qu'on a laissé tomber? Et si tu veux voir d'autres histoires comme celle-ci, dans la cybersécurité, dans le développement, sur la programmation, eh ben, je t'invite à t'abonner et à laisser un pouce bleu parce que je commence et ça me donne beaucoup de force et de motivation pour faire ce genre de vidéos. On se retrouve très bientôt, abonne-toi si ce n'est pas fait et d'ici là, porte-toi bien.